Donc, je me présente, je suis Joël Maline, le directeur de l'ARAC Basse-Normandie. Je vais essayer d'assurer l'animation de cette session et aussi et surtout le temps. Alors, après avoir vu ce matin dans la session numéro 1 que les enjeux reliant travail et santé ne peuvent se jouer sans action politique, et dans la session numéro 2 que symétriquement l'action politique ne peut se concevoir sans la relation travail-santé, les organisateurs vous proposent dans cette session numéro 3 de territorialiser notre réflexion commune. En effet, plusieurs questions vont être abordées dans cette session. Les liens santé-travail doivent-ils continuer à être pensés uniquement à l'intérieur de l'entreprise ou au contraire doivent-ils être réfléchis en dehors de son périmètre, au niveau d'un territoire par exemple? Quelles caractéristiques l'entreprise doit-elle développer pour situer son engagement à l'échelle d'un territoire? Et puis symétriquement, comment concevoir des territoires présentant des dispositifs pour organiser des systèmes d'acteurs capables, dans leur diversité professionnelle et leur mission, de tenir les enjeux de la santé au travail? Enfin, comment construire des coopérations, des interactions entre les entreprises, les institutionnels, les chargés d'emploi, les préventeurs, pour qu'un territoire soit un levier favorisant des relations vertueuses entre santé et travail? Autrement dit, si j'osais, existe-t-il un travail du territoire à mettre en œuvre? Je vous propose de diviser notre session en deux temps. On écoutera tout d'abord Jean-François Caron, vous prendrez la parole tout de suite, Mohamed El Manani et Marie Peset, et vous aurez l'occasion de pouvoir vous entretenir avec les orateurs et poser vos questions. Et puis, nous passerons après la parole à Fanélie Carré-Comte, Bernard Gaïssé et Christian Duterte qui terminera la session des orateurs, et vous aurez naturellement de nouveau la possibilité d'échanger et de poser vos questions. Jean-François Caron va démarrer la session par votre témoignage concret et vous allez nous parler de la résilience d'un territoire minier et comment vous avez inclus la relation santé-travail dans la conduite de votre projet politique. Vous avez la parole. Merci. Merci. Bon, j'ai pas grand-chose à voir avec vous. Donc j'ai un enjeu de coopération. Je vais essayer. C'est pas simple. Mais j'ai quand même à voir avec vous, vous allez voir, sinon on ne m'aurait pas invité, je pense. Alors j'ai à voir avec ces questions d'abord parce que dans ma propre vie professionnelle, j'ai commencé comme kiné, ensuite je suis devenu cadre de santé. Et j'ai beaucoup travaillé les questions d'évaluation du soin en rééducation. Comme ça a été dit ce matin, vous pouvez soigner des gens très bien et ils meurent. Et vous pouvez en soigner très mal et ils sont en pleine santé à la fin. Donc c'est compliqué. Et ça m'a amené à réfléchir à toute une série de questions sur les processus et aussi à réfléchir à la question de c'est quoi une équipe soignante. Parce qu'un soin, c'est pas technique, c'est forcément un environnement général. Et si vous rééduquez un hémiplégique et que les soignantes mettent le déambulateur du côté de l'hémisphère, enfin plutôt de... Ah, je cherche là du coup, pardonnez-moi, mais enfin bref, de ce qui est à gauche, quoi, quand lui regarde à droite, l'hémianopsie, voilà, c'est ça, ça va être très compliqué. Ensuite, je suis devenu élu régional, enfin j'ai toujours été militant, mais je me suis trouvé militant en prise avec la transformation de la société. J'ai même été vice-président de région chargé des questions de développement durable en Nord-Pas-de-Calais. Et là, je me suis fracassé sur les questions de transversalité dans l'institution. On se plaint des services qui ne coopèrent pas. Mais alors, je peux vous dire que les élus, alors là, c'est juste monstrueux, quoi. C'est parce que les égos sont surdimensionnés, parce que les territoires d'influence sont décisifs, parce que la taille des budgets équivaut à la taille d'autres choses, et que donc c'est extrêmement compliqué d'avancer vers le développement durable. Enfin, j'ai 1 million d'anecdotes à vous dire là-dessus. Là où ça s'est corsé, mais sous un angle que je commençais à avoir prise, c'est parce que, en fait, travaillant sur la question de l'émergence d'un nouveau modèle de développement, j'ai beaucoup travaillé sur la question des biens communs, les biens communs environnementaux, des biens communs humains, sociétaux, et observant que les biens communs étaient écrasés par le modèle de développement actuel,
mais on en a eu plein d'exemples ce matin. Là, on parlait de bien commun humain, hein, la santé au travail en est un caractéristique. Et la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça des biens communs? Et donc ça renvoie forcément à des processus participatifs d'expression collective. Et donc c'était dans la feuille de route, c'était comment on organise ça. C'est pas la démocratie participative au sens où je vous réunis, vous levez la main, vous dites ce que vous avez envie. Ça s'appelle les cahiers de doléances. C'est pas un processus qui vous qualifie ou qui qualifie l'acteur qui est en face, une expression brute en l'état de je veux une grosse voiture et un écran plat, quoi. Si vous faites les réunions publiques des habitants, c'est à peu près comme ça. Si on s'arrête à ça, c'est bon. Donc il y a tout un processus de qualification de la demande, de qualification des besoins qui m'a amené à travailler ces sujets-là. Et puis est arrivé très vite aussi derrière l'idée, notamment dans les travaux, enfin dans la rencontre que j'avais faite avec Christian Dutertre dans ces années-là, que aujourd'hui le développement n'est pas... alors j'ai rien à voir avec les économistes, mais j'écoute ce qu'ils disent et j'essaye de comprendre à peu près, mais j'ai compris qu'il y avait 3 facteurs, le capital, le travail et la terre. Et que finalement, dans notre observation du réel, il y avait un 4e facteur, on l'a appelé comme ça, avec Jean Gadré et d'autres, en région Nord-Pas-de-Calais, qu'on pourrait qualifier de l'agencement des acteurs, quoi. La façon dont les acteurs, ensemble, décident de s'organiser, d'avoir une stratégie et de porter du développement, et que ça devenait plus stratégique que la question du capital ou que la question de la ressource naturelle. Voilà. Donc, j'ai été confronté à ces enjeux d'organiser des processus coopératifs sur l'amont, sur l'aval. Et je vais prendre un seul exemple pour l'illustrer. Dans une politique publique, si vous voulez faire changer la question de l'agriculture aujourd'hui, qui est juste monstrueuse, quand on voit ce que ça produit et les impacts, les externalités que ça produit, et la difficulté qu'on a à la transformer, et la souffrance des agriculteurs, parce que dans cette affaire, ils ne sont pas forcément, mis à part quelques-uns d'entre eux, ils ne sont pas forcément flamboyants, eh bien vous ne pouvez pas changer les choses si vous ne changez pas simultanément les comportements des consommateurs, les petits et les grands, les cantines et vous et moi, et si vous ne changez pas simultanément les comportements des centrales d'achat, de distribution, etc. Et que donc, si vous voulez avoir une politique publique efficace, efficiente, alors il va falloir travailler sur cet agencement d'acteurs simultanés où l'offre, la demande et la connexion entre les deux bougent simultanément. Et ça fait appel à des processus coopératifs extrêmement compliqués à mettre en œuvre, sur lesquels les élus sont en difficulté. Parce que ça va réclamer de la part de l'élu une posture d'animateur, d'écoute, des savoir-être qui ne sont pas ceux de l'élu surplombant. Alors, tous les élus qui sont ici, il y en a au moins une à la tribune, nous, on n'est pas surplombants, hein, on est mieux que les autres. Hein. Mais il y en a quand même des surplombants. Et nous-mêmes, on n'est pas exempts par moment de penser que par la grâce du scrutin, voilà. Donc, ça, c'est mon contexte général qui m'a amené à m'intéresser à ces questions. Maintenant, je vais prendre le deuxième sujet qui est celui de ma commune aussi. Voilà, que je vais balayer très vite pour dire que si on peut passer l'image suivante, qu'en fait, bon, moi je suis un produit du monde d'hier. Alors là, pour le coup, c'est le hard dans toute sa splendeur, société encadrée, dominée, mode d'organisation extrêmement hiérarchique au fond de la mine, comme les militaires, mais pour des raisons de sécurité, etc. Enfin, tout ça pouvait s'entendre, je ne veux pas revenir sur ce modèle-là, mais ce qui fait qu'on a une société qui est à des années-lumière des processus coopératifs. Et à qui on dit aujourd'hui, pour vous développer, il va falloir être créatif, intelligent, coopératif, bon, bref, à peu près tout ce qui est l'opposé de ce qu'on demandait aux mineurs qui sont ma famille. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, la diapo suivante, c'est que moi, j'arrive dans une époque où il faut conduire la transition d'un ancien modèle qui est mort, bon, j'ai coutume de dire, mais qui bouge encore, hein, comme une grenouille à qui on a coupé les pattes. Bon, il y a encore des gens comme Claude Allègre, par exemple, qui pensent que bon, tout ça, ça va revenir, on va retrouver... Moi, il y en a d'autres, hein, mais bon, Claude Allègre, je peux me permettre, les autres, je fais attention quand même. La difficulté qu'on a, c'est que ce modèle, il est mort, bien sûr. On a plein de raisons pour le démontrer, mais que le nouveau modèle n'est pas encore apparu. Et que du coup, conduire une transition quand le nouveau modèle n'est pas apparu, c'est juste impossible. Vous dites aux gens, allez, on va se mettre en route, mais on ne sait pas où on va. Bon. Donc, tous ces processus de conduite de changement
où le modèle apparaît au fur et à mesure du cheminement, parce qu'on le construit collectivement, la vision, on va la construire collectivement, je retombe sur ces questions de comment on fait accoucher ensemble une vision partagée dans laquelle nous allons être acteurs, évidemment, de cette transformation. Et donc, tous ces enjeux de conduite de changement, on les a travaillés, c'est ce qu'on voit dans l'image tout de suite après, où on a commencé dans notre processus de résilience dans les années 80 par un travail intense sur le culturel. Qui sommes-nous? C'est quoi notre mémoire collective? Quels sont nos acquis, notre système de valeurs? Puis, on a co-construit notre plan d'occupation des sols, ce qui nous a pris presque 2 ans. Bon, ce qui, d'ailleurs, pour un élu, est extrêmement compliqué de réclamer du temps long, enfin, du temps conséquent pour arriver à ce que mettent en place des processus coopératifs comme celui-là. Et à partir de ce moment-là, ben, la courbe s'inverse, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, on rentre dans une logique en résilience et les résultats commencent à arriver. La mobilisation des acteurs se qualifie. D'ailleurs, on vient de sortir un ouvrage, un récit de cette transformation, parce que la force du récit est aussi un outil qui permet collectivement de s'approprier toute une démarche. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est on est le premier démonstrateur national de l'ADEME sur le développement durable. On était la seule visite de terrain de la COP 21 de la France. Malheureusement, les attentats nous ont explosé, nous aussi. Mais on est donc reconnu comme tel parce que notre processus fait système. C'est-à-dire que ça produit de l'économique, ça produit du social et du sociétal, ça produit l'environnement. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer. Si ça vous intéresse, vous irez regarder sur le site internet de la ville. Mais on a, par exemple, on a doublé le nombre d'associations, on a un bénévolat intense, on a un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire, un pôle d'excellence. Mais à côté de ça, on a des gens qui ne payent plus que 200 € de chauffage par an. Enfin, on a des résultats un peu dans tous les registres. Et ce qui est frappant, c'est que ça fait système. C'est-à-dire que le processus lent, mais itératif, qui a permis de se construire un projet partagé, à la fin donne des résultats systémiques. C'est ça qui est extrêmement intéressant. L'image suivante, ça décrypte le code source de la commune, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis obligé de faire très très court, il me reste 5 minutes je pense. Notre code source, notre logiciel, si vous voulez, que j'essaye de caractériser là en quelques mots, mais enfin c'est juste pour vous mettre en appétit, c'est d'abord s'appuyer sur notre socle de valeurs, c'est-à-dire qu'on ne construit pas un projet en reniant notre histoire. Chez nous, les gens sont venus de toute l'Europe, ils ont des noms Zepanovski, Aïd Ben Ahmed ou Mileti, enfin voilà, il y a 37 nationalités qui sont venues constituer le bassin minier, donc tout ce qui nous a constitué est absolument fondamental. On travaille en trajectoire, j'ai parlé de la vision, mais pour construire une vision, encore faut-il avoir confiance en soi, savoir d'où on vient, donc on a beaucoup travaillé. La preuve, j'ai conduit la démarche d'inscription du bassin minier à l'UNESCO, et le fait que le bassin minier soit reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité, que l'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois, est absolument décisif dans la mobilisation de la société, dans la dignité retrouvée, la capacité à entreprendre. Bon, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a démarré par le culturel finalement. Bon. Sur ce socle, on a notre premier facteur qui est l'implication habitante, en amont, en aval, comment on fait de chaque habitant un acteur, ce qui suppose une démocratie d'implication et non pas de participation et de cahier de doléances, comme je le disais tout à l'heure. Donc on est confronté à tous les mécanismes qui peuvent permettre, d'ailleurs j'ai une formule, ici comme vous êtes des gens, puis qu'on est au Sénat, je l'ose quand même, mais c'est un peu limite, participation sans responsabilisation égale piège à con. Parce que c'est juste laisser croire qu'on va consommer de l'action publique comme on consomme à Auchan ou à Carrefour. La preuve, on paye des impôts, donc on y a droit. Hein, ça, je peux vous dire que quand on est maire, ça, là, 3 fois par jour, hein, si ce n'est pas 30 fois par jour. Donc il y a tout un boulot à faire sur c'est quoi l'intérêt général et comment il découle de ce que chacun en y produit. Donc, implication habitante. Deuxième paramètre, pensée systémique, travail systémique et donc processus de coopération entre tous les acteurs, les élus, les services, etc. Et troisième grande entrée, c'est, je parlais de la vision. Alors la vision, c'est l'étoile qui nous fait rêver. On en a besoin. Hein. Souvent, je dis, c'est quand la dernière fois que vous n'avez pas rêvé en politique? Cherchez, ça fait quand même
pas mal d'années qu'on a pu rêver en politique. Donc, c'est quoi la vision? Nous, c'est la ville durable. Hein, on tire les leçons du non durable que nous étions, qui nous caractérisait, et on fait apparaître cette vision. Mais si on n'a pas les petits cailloux blancs qui conduisent à l'étoile, on est dans la sidération. Hein. C'est Patrick Viviré qui décrit ça très bien. On regarde l'étoile, mais c'est pas pour nous. Bon. Donc, il y a tout un travail sur les petits cailloux blancs, dans le réel, de tous ces signaux qui incrémentent la mise en mouvement vers l'étoile. Et par exemple, notre église est en photovoltaïque. Bon, ça nous a permis de faire tout un travail. On a même invité le pape pour la COP 21. Et il y a toute une rentrée par des objets transactionnels. Chaque projet concret est une façon de rentrer en dynamique collective. Donc, du coup, pour terminer et conclure sur un peu par quoi c'est passé, on s'est confronté à beaucoup de processus coopératifs, écriture collaborative, œuvre collective, quasiment toutes nos interventions culturelles, là c'est une écharpe qui a été faite, tricotée pendant un hiver complet par 500 personnes, déployées pour soutenir la candidature à l'UNESCO. Je suis tout en haut parce que quand même je suis le maire, donc je suis tout en haut du terri, j'ai tricoté un peu quand même, hein, au moins 1 minute 30, j'ai essayé de comprendre le truc, là, c'est pas simple. Et le journaliste de France 3 est là-haut et il me dit mais monsieur le maire, à quoi ça sert votre truc, là? J'ai dit mais à rien du tout. C'est ça qui est génial, c'est que ça ne sert à rien du tout, juste à faire une œuvre collective. Bon, alors, du coup, pour terminer, la coopération chez nous est le réacteur de la production de nos politiques publiques. J'ai essayé de le dire en quelques mots, rapidement. Mais une fois qu'on a dit ça, les ennuis commencent. Parce que c'est vachement compliqué de faire de la coopération. Je vous écoute depuis ce matin, c'est vachement compliqué. Comment on fait de la coopération dans les organisations, les services entre eux, toute la hiérarchie, chacun est le chef de quelqu'un et chacun a un chef au-dessus. Donc tout le monde a des questions existentielles. Combien tu touches, combien toi tu touches, bon, et à partir du moment où les gens engagent dans le projet, on voit arriver d'autres types de problèmes, des souffrances énormes. J'ai perdu 3 directeurs, ils sont pas morts, mais il y a 3 directeurs de cabinet qui ont implosé. Un parce que le maire, lui, est inébranlable, inoxydable et indestructible, donc c'est moi. Hein. Bon. Et donc, c'est une image, mais un peu quand même, parce que moi, je suis porté par une militance, etc. Donc, c'est compliqué, parce que quand ils s'engagent, on s'engage ensemble, et un mot, c'est comme dans une mêlée, ou je sais pas, enfin, quand vous faites un contre-la-montre par équipe à vélo, s'il y en a un qui saute, ça met toute l'équipe en difficulté. Donc, il y a une nécessité d'engagement, et sur un projet militant, et on y passe le doigt, le bras, la chemise, tout, quoi. Bon. Et à un moment donné, on met, vous avez des mots savants, moi je dis juste qu'à un moment donné, on n'a plus nos signaux d'alerte et on part en vrille. Donc ça m'a profondément interpellé. On a eu un suicide dans nos équipes, bon, pour des raisons personnelles, mais avec quand même des paramètres de travail. Et donc ça m'a profondément interpellé. Alors que moi je pensais qu'il suffisait d'être enthousiaste, vous voyez, que ça allait être génial, quoi, que ça allait marcher, quoi, et qu'on faisait tous un team. On faisait un team. Mais c'est très compliqué de faire un team pour gagner la Ligue des Champions, quoi. Et donc, voilà. Donc on s'est fracassé sur ces questions-là. Heureusement, hein, on a trouvé Christian qui nous a aidés. Je me suis fracassé pendant 2 mandats de long sur les élus. Le plus dur, pour des raisons, pour des tas de raisons, de nuances politiques, de jeux dans leurs appareils, de construction d'un cheminement progressif. Enfin bon, c'est vraiment le plus compliqué. Alors, avec les acteurs du territoire, alors là c'était plutôt plus facile parce qu'on leur offrait des espaces de rentrer dans la dynamique collective et eux voyaient plutôt ça comme extrêmement positif. Donc là c'est peut-être le secteur qui est le plus facile de le travailler avec les autres niveaux de territoire. J'ai envie de dire que c'est au cœur de notre réacteur interne que c'était le plus compliqué. Pour terminer, je dirais que une phrase pour finir, s'il y a une leçon à porter de tout ça, c'est que ce que moi j'ai découvert, c'est que la dynamique de projet est absolument fabuleuse. Parce que autant l'idéologie, ça divise, et quand on est 3, on va encore trouver le moyen d'être à 2 contre 1, et dans les partis politiques, on mesure ça parfaitement.
autant le projet, ça rassemble. On a envie ensemble. Et du coup, je suis dans un management par projet de plus en plus revendiqué, identifié, qui permet aux gens de monter dans le projet, d'y apporter ce qu'ils peuvent y apporter, et de trouver les propres espaces. Donc le rêve, un projet c'est un rêve, le rêve, je pense, est absolument indispensable. En tout cas, là, je parle du point de vue de l'action politique. Mais en même temps que je dis ça, derrière, il y a tous des enjeux de méthode, parce que ça ne suffit pas l'enthousiasme. Alors, avec Christian, on a mis en place, avec Athémis, on a mis en place des groupes de pairs, enfin, tous ces trucs-là. Bon, moi, je découvre, hein, petit 1, groupe de pairs, tout, donc on applique. C'est génial. C'est génial parce que ça produit des tas de choses. Et là, on a besoin de gens qui ont une expertise de ça, parce que ça ne s'invente pas, ces questions-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer, c'était rêve et méthode.